Alors, bienvenue à toutes et à tous pour cette 9e édition des Journées 24 heures pour rebondir avec son handicap, la première université du rebond inclusif. Alors, cette édition a été préparée pour les entrepreneurs de tous horizons. Elle a pour objectif de favoriser rapidement et concrètement le rebond de ces entrepreneurs. Et nous verrons tout au long de cette journée que nous nous enrichissons grâce à toutes nos différences. Alors, bienvenue bien sûr à toutes celles et ceux qui sont connectés pour cette grande journée. Et nous allons, en ouverture de cette première université du rebond inclusif, j'aimerais vous laisser en compagnie de Madame Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État auprès du Premier ministre, qui est chargée des personnes handicapées. Et Madame la ministre a répondu favorablement à notre invitation. Elle n'est pas présente pour cause d'agenda chargé en ce moment, on le comprend, mais a souhaité vivement nous transmettre un message vidéo que je vous propose de regarder tout de suite. À l'occasion du lancement de la première université du rebond inclusif, je tenais à être à vos côtés, même à distance, pour vous témoigner de mon soutien et vous encourager, vous les entrepreneurs de tous les horizons. Lors de la dernière édition du trophée HUP, en décembre dernier, je vous ai déjà dit l'admiration que je porte à tous ceux qui franchissent le pas de l'entrepreneuriat. Et dans le contexte économique actuel, je mesure combien il est complexe pour beaucoup d'entre vous de mener vos projets à bien. Je remercie donc particulièrement les organisateurs de cette journée 24 heures pour rebondir, Second Souffle, HUP Entrepreneurs et la GFIP. C'est effectivement primordial dans cette période difficile de pouvoir échanger librement entre pairs, bénéficier d'un regard extérieur sur sa propre expérience, s'enrichir des conseils de chacun et au final, se ressourcer, se redynamiser. Car au-delà de vos différences et quelles que soient vos aventures, votre point commun, c'est la créativité, l'enthousiasme et peut-être aussi un petit supplément d'audace qui vous a poussé à créer votre entreprise. Et si malgré la période morose, on continuait à oser, et si dans cette période complexe pour interagir, on continue à se nourrir de l'autre, et si au final on décidait de transformer cette période en opportunité pour se poser, réfléchir et au final rebondir pour faire différemment et encore mieux. Nous avons besoin de votre énergie créatrice dans ce contexte économique difficile. Nous avons à cœur de vous soutenir, vous, les entrepreneurs, car vous êtes les employeurs d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes les moteurs de la relance de notre pays. Au-delà de la dynamique économique que vous portez, j'ai besoin de vous également pour m'accompagner à faire évoluer le regard sur le handicap et montrer que les personnes en situation de handicap ont des compétences comme tout le monde. Car oui, c'est possible d'être en situation de handicap et créateur d'entreprise. Oui, c'est possible d'être dirigeant d'entreprise, de basculer en situation de handicap et de continuer à gérer avec brio sa société. Et oui aussi, vous avez le droit à l'échec pour apprendre et repartir plus fort. Être en situation de handicap n'est pas un frein pour entreprendre. Devenir handicapé n'altère en rien le talent des personnes. Être en situation de handicap n'est pas synonyme d'échec professionnel. Je veux l'affirmer haut et fort. Et si vous devez encore vous battre au quotidien, ce que je déplore profondément, j'oserais à mon tour affirmer qu'être en situation de handicap en 2020 a développé chez les entrepreneurs une telle capacité de résilience qui leur permet aujourd'hui d'affronter tous les aléas de la vie d'un chef d'entreprise, avec ses hauts et ses bas. À travers vos projets, vous changez donc le regard de la société sur le handicap, mais vous donnez aussi confiance à tous ceux qui s'autocensurent du fait de la différence. Or, c'est tellement important pour chacun de retrouver l'estime de soi. Créer une entreprise, c'est faire preuve de ténacité, de conviction, d'utopie aussi un peu parfois, pour au final montrer que c'est possible et qu'on avait raison de s'accrocher et d'y croire. Forcément, tout cela résonne pour la secrétaire d'État au handicap que je suis et qui porte vos valeurs. Car à vos côtés, construire une société pleinement inclusive, c'est possible. J'en suis convaincue et c'est le projet que je porte. Alors ensemble, montrons que c'est dans la différence que réside la richesse de toute la société. La crise ne doit pas entamer notre volonté et nos ambitions. Ensemble, donnons vie au projet que nous portons. Ensemble, osons l'emploi.
Je suis handicapée, et alors? Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ce message qui parlait de se redynamiser, se ressourcer, avoir de la ténacité, de l'utopie et de l'enthousiasme et de l'audace également. Nous allons parler de tout ça avec nos invités tout au long de cette journée. J'accueille maintenant donc Dimitri Pivot, Amou Bouakaz et Didier Essartier. Vous êtes tous trois partenaires de cette première édition de l'Université du rebond inclusif. Alors, Dimitri Pivot, bonjour. Vous êtes président fondateur de Second Souffle. Vous organisez depuis quelques années ces journées 24 heures. Alors, les précédentes éditions ont traité en mai dernier du rebond pendant la crise sanitaire. Puis en octobre, nous avons débattu autour des femmes entrepreneurs. Vous souhaitiez consacrer une édition aux entrepreneurs en rebond en situation de handicap. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. En effet, cette 9e édition, on a souhaité mettre l'accent sur l'entrepreneuriat avec son handicap. Mais tout d'abord, je voudrais remercier tout particulièrement l'association HUP et l'AGFIP, avec qui on a co-organisé cette édition. Édition qui nous tenait véritablement à cœur, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et il faut aussi remercier donc Madame la Ministre. Elle a tout dit. Elle a tout dit dans son propos en 2 minutes. Elle a parlé d'audace, elle a parlé d'oser, elle a parlé de différences, et on est riche de nos différences. Et puis je voudrais aussi remercier tous les partenaires de cette édition, la Fondation Entreprendre, qui soutient Second Souffle et qui soutient aussi HUP d'ailleurs, la BPI et tous les autres partenaires, je n'en ferai pas la liste ici. Alors pourquoi on a voulu mettre l'accent sur le handicap? Parce que on a toujours considéré au sein de Second Souffle que aider à rebondir les entrepreneurs, il n'y a pas des entrepreneurs avec un E au féminin, il n'y a pas des entrepreneurs autodidactes ou diplômés, il n'y a pas des micro-entrepreneurs, il n'y a pas des entrepreneurs de PME, il n'y a pas des entrepreneurs artisans, il n'y a pas des entrepreneurs de start-up. Il y a une grande famille qu'on appelle les entrepreneurs, avec toutes nos différences. Et toutes nos différences sont nos richesses. Et c'est pour cela que je tenais véritablement à mettre l'accent sur une journée dédiée à l'entrepreneuriat en situation de handicap, comme on l'a fait donc en décembre sur rebondir au féminin, parce qu'on veut vraiment véhiculer le message que l'entrepreneuriat est une grande famille. Madame la ministre l'a bien dit, ce sont ces entrepreneurs, tous ces entrepreneurs, qui tirent le char. Ce sont eux qui créent des emplois, ce sont eux qui vont permettre la relance, et je pense qu'il fallait véritablement mettre l'accent sur ces entrepreneurs. Et puis aussi, et très personnellement, j'ai une affection pour les entrepreneurs en situation de handicap, parce qu'ils n'ont pas un challenge pour réussir, mais ils en ont 2. Ils ont le premier challenge, c'est de réussir avec leur entreprise, et le deuxième challenge, c'est avec leurs contraintes personnelles. Et c'est en cela où on a tous à apprendre les uns des autres. Et cette journée est là pour ça. C'est-à-dire qu'on est entrepreneur, on va s'enrichir de l'entrepreneur de start-up qui digitalise son entreprise et qui l'a fait exploser en 2 ans, comme on va s'enrichir de celui qui va nous apprendre de nouvelles pratiques. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous remercie à nouveau HUP, l'AGFIS, tous nos partenaires, et je vous rends la parole et je vous remercie aussi tous les présents à cette journée. Merci à toutes et à tous. Merci, merci Dimitri. Donc on le voit, hein, toutes les initiatives entrepreneuriales doivent être évidemment saluées. Je vais passer la parole à Didier Essartier. Vous êtes directeur général de l'AGFIP. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes aussi co-organisateur, hein, de cette journée. Alors, voilà, de nombreux internautes aujourd'hui connaissent l'AGFIP, mais pourriez-vous nous rappeler ce que vous êtes, ce que vous représentez en France pour les personnes en situation de handicap? Bonjour à tous et à toutes aussi.
Alors tout d'abord, je voudrais aussi saluer les organisateurs de cette journée qui rassemblent différents univers et le même univers d'ailleurs des entrepreneurs d'une certaine manière, et vous tous qui assistez aujourd'hui à ces 24 heures pour rebondir. Alors, vous m'avez demandé d'évoquer c'est quoi la GFIP. Notre slogan, c'est ouvrir l'emploi aux personnes handicapées. Et notre enjeu, objectif, c'est de vous mettre à disposition des ressources. Parmi ces partenaires, d'ailleurs, je voudrais saluer HUP avec qui nous cherchons à proposer des solutions de rebond qui répondent à vos besoins, mais aussi des acteurs comme la BGE, vous allez d'ailleurs entendre Sophie Jalabert tout à l'heure, qui ont aussi une très longue expérience d'accompagnement des créateurs d'entreprises et notamment de ceux qui sont en situation de handicap. Dans la sélection de nos partenaires, nous recherchons non pas ceux qui vont vous dire ce n'est pas possible parce que vous avez telle ou telle difficulté ou de handicap, mais c'est possible. Nous allons travailler avec vous car vous êtes le premier expert, notamment l'expert de votre handicap, pour vous accompagner dans la construction et le développement de votre projet. C'est ainsi que nous essayons d'agir depuis plus de 30 ans. Nous proposons des aides financières pour compenser les éventuels surcoûts associés au handicap en emploi, pour l'aménagement d'un poste de travail, par exemple, ou en situation de formation. Nous proposons aussi des services, notamment des services experts selon les formes de handicap, pour conseiller les personnes, conseiller les entreprises à identifier les meilleures réponses techniques, organisationnelles, voire en matière d'accompagnement, réponses qui d'ailleurs peuvent être évolutives. Nos aides et services sont mobilisables de fait à toutes les étapes du parcours des personnes, jeunes, personnes en recherche d'emploi, créateurs, repreneurs, entrepreneurs, tout au long du parcours professionnel des personnes, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs. Nous avons d'ailleurs mis en place en 2020, je voulais particulièrement le signaler, des mesures exceptionnelles que nous maintenons en 2021 compte tenu des circonstances sanitaires pour répondre aux besoins particuliers générés par cette crise. Pour les personnes en situation de handicap. Pour les entrepreneurs, il y a des mesures spécifiques et des entreprises. Vous pouvez retrouver toutes ces mesures sur notre site. Enfin, nous accompagnons les entreprises de toute taille à développer des politiques handicap ambitieuses parce que nous sommes convaincus que le handicap est une force dans une entreprise. Et les entrepreneurs en situation de handicap en sont une très belle illustration. Chaque témoignage apporte l'illustration de cette force, de cette inventivité, de cette capacité à faire qui est vraie pour les entrepreneurs, qui est vraie pour une très très grande partie des salariés en situation de handicap. Et nous savons tous que que changer le regard sur le handicap reste un besoin très fort. Je terminerai d'ailleurs mon intervention par deux constats en m'adressant notamment à ceux aujourd'hui, et je crois que vous êtes nombreux, qui ne sont pas handicapés. Le handicap, d'abord, peut concerner tout le monde et dans une très grande majorité des cas, il survient en cours de vie. Et puis, nous réalisons régulièrement des enquêtes. Nous en avons réalisé une récente en 2020 et qui dit que seuls 7% des Français, oui, seulement 7% des Français savent que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Et c'est vraiment important de le savoir parce que c'est comme ça qu'il convient que nous pouvons vraiment gérer la différence. La différence, elle se fait aussi avec des handicaps invisibles, cognitifs, psychiques, mentaux ou moteurs. Il y a beaucoup de handicaps moteurs invisibles. Et quand on développe son entreprise, quand on travaille avec des salariés qui peuvent être handicapés, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont tout autour de vous. Il est important de le savoir. Merci beaucoup, Monsieur Essartier. Alors, construire une société inclusive, hein, comme le disait Madame la Ministre, c'est une mission bien sûr difficile, mais est-elle en bonne voie cette co-construction? Amou Bouakaz, bonjour, vous êtes président d'HUP Entrepreneur, co-organisateur également de cette journée. Soyez le bienvenu. Alors, quel est l'ADN de votre association? Comment est-elle née et qu'est-ce que vous proposez également à ces entrepreneurs en situation de handicap? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quel plaisir de voir que déjà 140 personnes sont connectées, ce n'est qu'un début. Mes chers amis, quand j'ai préparé mon intervention, j'ai pensé à la nation de Rebond et j'ai vu le petit Louis Braille en 1812 dans l'atelier de son père
se crevant l'œil avec le poinçon qui lui servait à travailler le cuir. Il a pleuré, il a déprimé, et puis il s'est mis en mode agile, il a rebondi, et il a créé la première start-up au monde qui vit toujours, puisque son invention, le braille, est utilisé par des millions de gens. Lorsque j'ai pensé au rebond, j'ai vu mon ami Laurent Froissart, membre de notre conseil d'administration, dirigeant de Bicom. Alors Laurent, en février 2020, il a une magnifique imprimerie, une boîte de com, et il se dit, je vais me diversifier. Et il achète quoi? Une boîte d'événementiel. En mars, voilà le Covid. Il devrait déposer le bilan. Et il en a vu d'autres, notre Laurent. Il se réinvente. Il se met à faire de la communication sur le sanitaire, en mode fun. Et pour lui, ma foi, 2020 n'a pas été une mauvaise année. Il faut savoir que Laurent, il a un cœur gros comme ça, mais pas au sens figuré, au sens propre. Dans sa poitrine, son cœur se gonfle. Et comme c'est un peu un homme augmenté, il est relié en permanence avec l'hôpital, qui lui dit relativement souvent ce que disait Jacques Audiard, de battre, ton cœur s'est arrêté. Seulement Laurent, il n'entend pas ça, lui. Il entend de battre, son cœur a continué. Et il se réinvente, et c'est pour ça que nous en avons fait notre ambassadeur du rebond. C'est un disciple de Flaubert, dont on fête le 200e anniversaire de la naissance. Flaubert disait, il faut tirer de chaque malheur une leçon et rebondir après la chute. Quand je pense au rebond, je pense à Evelyne Moreau, notre vice-présidente, qui était malvoyante et qui, au prix de 16 opérations, a fini par perdre la vue. Et pour elle, perdre la vue n'a pas été perdre la vie. Quand on est reçu chez Evelyne, le code de bienséance de Madame de Rothschild, c'est rien à côté de son sens de l'accueil. Et elle a fait de multiples entreprises et aujourd'hui, elle développe Ask pour sensibiliser les entreprises aux questions de handicap. Elle rebondit comme mère, comme entrepreneuse. Et enfin, comment ne pas parler de notre créateur, avec Pauline Arnaud-Blanchard, notre directrice générale, que vous allez découvrir dans quelques minutes. Notre créateur Didier Roche, à 8 ans, un accident terrible, le prive en quelques secondes de la vue. Il pleure aussi un peu. Et puis, il veut rebondir, il veut une batterie. Alors, c'est un fils de pauvre, lui aussi. Qu'est-ce que fait sa grand-mère? Elle appelle RTL. Elle mobilise tout le monde. Et tous les auditeurs se cotisent pour offrir sa première batterie à notre Didier. C'était la première fois qu'il battait les difficultés. Et Didier, à ce moment-là, a réalisé deux choses. C'est que rien ne serait trop beau pour lui. Et que, en étant unis, en attendant beaucoup des autres, eh bien, on n'est jamais déçu. Et Didier a voulu devenir footballeur et on lui a dit que c'était impossible, alors il l'a fait. Il a fait bien d'autres choses, il a créé des restaurants dans le noir et comme c'est un meneur de jeu d'exception, il a dribblé les difficultés, pris à contre-pied tous ses adversaires et il m'a fait une passe décisive en me confiant il y a quelques mois la présidence de cette belle association qui fédère et dynamise tous les entrepreneurs handicapés. Alors avec de telles figures, vous imaginez bien que dès qu'il s'est agi de prendre la Covid à son propre jeu, notre directrice des programmes, Laura Verlac, a immédiatement réfléchi avec les opérationnels de la GFIP à concevoir un programme, le 4e programme de HUP pour dynamiser l'entrepreneuriat. Ce programme Rebonti. Qu'est-ce que c'est Rebonti? Eh bien, c'est une comédie musicale, paroles et musique de HUP et de la GFIP. Et pour interpréter une comédie musicale, il nous faut une chef d'orchestre. Ce sera Laure Pochelon, que vous allez découvrir dans pas longtemps. Et nous cherchons encore des musiciens
pour intégrer ce programme, des musiciens qui voudront mélanger leur couac et leurs harmonies pour bénéficier d'entretiens individuels et de rebonds universitaires comme celui d'aujourd'hui pour réinventer leur entreprise et triompher de l'adversité et, comme disait Flaubert, rebondir après la chute. J'espère que cette université donnera un certain nombre de clés à tous ceux qui y assisteront. Inscrivez-vous nombreux à ce programme, il reste encore quelques places et n'hésitez pas à buzzer sur cette université en utilisant un premier hashtag, hashtag rebond inclusif. Je déclare donc ouverte cette première université du rebond inclusif. Merci à tous. Merci beaucoup Amou Bouakas pour ce long et large message optimiste avec ces programmes dont vous parlez. Je regarde l'horaire, il est 10h24. On est complètement dans les temps pour maintenant lancer, comme vous le disiez, cette première université du rebond inclusif. Vous disiez, Amou, effectivement, que ce confinement, cette période aussi un peu compliquée que l'on traverse, c'est finalement un peu l'ordinaire de ces personnes en situation de handicap qui sont véritablement de grands ambassadeurs du rebond, puisque le handicap les prédispose au rebond. 24 heures pour donner la visibilité de l'enthousiasme. Voilà ces valeurs qui vont être développées aujourd'hui tout au long de cette première université du rebond inclusif. Alors, restez connectés évidemment, car nous allons aborder maintenant une première thématique avec deux invités qui viennent nous rejoindre. Et je laisse William nous lancer quelques slides. Oui, on va demander à Amou Bouakas et Didier Sartier et Dimitri Pivot de nous quitter pour laisser place maintenant à nos deux prochains invités. Et puis, je diffuse les slides, s'il vous plaît. Donc, voilà, merci messieurs. Merci beaucoup pour votre implication dans cet événement. Et très vite, nous allons accueillir Patricia Marenco et Olivier Torres. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous rappelle que vous avez un lien qu'on va vous mettre pour suivre en transcription. Voilà, je vous le mets dans le chat, le lien pour suivre en transcription tout ce qui est dit. Et puis, si vous voulez voir un peu plus en détail nos interprètes en langue des signes, vous cliquez sur ces deux icônes, un en haut et un en bas, pour agrandir l'écran. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez passer votre souris. J'ai perdu la mienne, moi. Voilà. Passez votre souris en dessous de la grande image et vous tirez vers le haut tout en laissant le doigt appuyé dessus. Et ça agrandira les vidéos qui sont plus petites en dessous pour bien voir les interprètes. Voilà. Et on va également changer d'interprète de langue des signes, maintenant peut-être. Voilà, petite organisation technique, effectivement, puisque des personnes traductrices sont là et se relayent tout au long de cette journée, qui est évidemment dense en propos, et donc il va falloir effectivement disposer d'un certain nombre d'éléments techniques pour que tout le monde puisse suivre cette journée. Oui, alors j'accueille. Excuse-moi Frédéric. Oui. Madame Marenco, Monsieur Torres, vous avez un icône en haut à droite qui ressemble à une cloche. Si vous pouviez cliquer dessus pour la barrer, s'il vous plaît. Voilà, c'est pour éviter d'entendre ces petits bips à chaque fois. Merci. La cloche est éteinte chez moi. Vous m'entendez bien? Oui, très bien.
Bonjour, bonjour Patricia Marinko, bonjour Olivier Torres. Alors, nous allons parler de ce sujet qui est la santé du dirigeant. C'est évidemment un sujet primordial. Alors, Patricia Marinko, on entendait Monsieur Essartier il y a un instant. Vous êtes conseillère technique à la direction de la sécurisation des parcours à l'AGFIP. Alors, proposer une offre de service dédiée pour le maintien dans l'emploi, c'est l'objectif, bien sûr, de l'AGFIP. Alors, comment est née l'AGFIP en quelques mots, reprécisons un petit peu les choses pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Oui, alors, je ne vais pas paraphrer mon directeur général, mais en quelques mots, donc l'AGFIP est née avec la loi de juillet 1987 qui a instauré une obligation d'embauche de 6% de personnes reconnues en situation de handicap. Donc, ça a été repris par différentes lois. Donc, l'AGFIP, depuis cette loi, donc, a pour mission de collecter les fonds des entreprises qui n'ont pas satisfait à cette obligation d'emploi et avec ces fonds de proposer une offre de service à destination des personnes handicapées et des entreprises visant à faciliter l'intégration de ce public dans l'emploi et dans le maintien dans l'emploi. Alors très rapidement, avant de rentrer un petit peu dans le sujet, est-ce que vous pourriez quand même nous préciser les différentes formes de handicap? Parce que, évidemment, avec des degrés, j'imagine, différents, mais est-ce qu'on peut resituer les choses? Parce que peut-être que dans l'imaginaire des uns et des autres, une personne en situation de handicap est une personne en fauteuil, mais qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Parce que c'est important de repréciser les choses. Oui, c'est important. Alors, ça a été aussi évoqué par Didier Essartier tout à l'heure, mais je crois que quand on parle de personnes handicapées, chacun a son imaginaire. Et quand on regarde un petit peu de qui est constituée cette population, une dernière enquête de l'INSEE sur la population active de 15 à 64 ans estimait qu'il y avait en France plus de 12 millions de personnes qui étaient touchées par un handicap, soit 25% de la population. Et parmi ces 12 millions, 3 millions avaient une reconnaissance administrative du handicap. Quand on regarde, c'est une autre clé d'entrée, mais la population des demandeurs d'emploi. Parmi la population des demandeurs d'emploi, c'est 9% des demandeurs d'emploi qui ont une reconnaissance administrative du handicap. Et là où effectivement, il faut faire tomber un peu les idées reçues, et ça a été dit déjà, mais 80% du handicap sont des handicaps invisibles. Alors, il y a toute une catégorie de handicap, on ne va pas le descriptir, mais c'est vrai qu'une personne atteinte de maladies chroniques, de cancer, etc., font partie de cette population. Donc, souvent, le handicap ne se voit pas. 85% du handicap s'acquiert au cours de la vie et il n'y a simplement que 15% du handicap de naissance. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'insiste en général quand j'interviens dans différentes manifestations, c'est de qui parle-t-on? Voilà, on parle quand même de 12 millions de personnes et on parle quand même de 3 millions de personnes qui ont une reconnaissance administrative dont la majorité des cas ne se voient pas. Alors, pour l'accès à la santé, puisque c'est le sujet de cette table ronde, comment cela se passe-t-il? Parce que c'est un peu particulier, justement, cet accès à la santé pour les personnes en situation de handicap, et notamment dans le cadre des entreprises. C'est pas toujours pour moi la question. Oui. Alors, l'accès à la santé, c'est vrai que la problématique de la santé au travail est une vraie problématique. D'ailleurs, elle est étudiée actuellement puisqu'il y a une proposition de loi sur la réforme de la santé au travail qui est en cours. Mais quand on est en situation, quand on travaille et qu'on a un problème de santé, ça risque soit de vous faire perdre, faire perdre votre travail, qu'on soit salarié ou qu'on soit travailleur indépendant. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que la personne, quel que soit son statut, puisse maintenir son travail en sachant qu'il existe plusieurs services et aides qui peuvent venir accompagner le travailleur, enfin l'entrepreneur, qui peuvent venir accompagner le salarié. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Alors, je suis en situation, j'ai un problème de santé et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui interviennent sur ce champ-là.
En ce qui nous concerne, nous travaillons, notre partenaire privilégié, le Cap Emploi. Sur chaque département, il y a une structure qui s'appelle Cap Emploi, dont la mission est d'essayer de trouver des solutions à la personne qui a un problème de santé, qui risque d'avoir un impact sur son activité professionnelle. Donc, le conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est de vous orienter vers le Cap Emploi. Et c'est cette structure qui va travailler avec l'ensemble des intervenants qui interviennent sur le santé du travail. Quand on parle de maintien en emploi, c'est beaucoup d'interlocuteurs, c'est le médecin du travail, c'est les services de sécurité sociale, etc. Pour étudier au cas par cas la situation. Il n'y a pas, comment dire, un parcours type. Il y a vraiment des situations de la personne, de son environnement. Et à partir de là, on peut trouver des solutions. Alors, des solutions qui soient des solutions en termes de services apportés, puisque dans notre offre d'intervention, nous proposons, on peut déclencher l'intervention d'un ergonome, on peut déclencher l'intervention d'un partenaire spécialisé dans le handicap, dans un handicap particulier. Et on peut aussi aider l'entreprise financièrement. Donc, j'ai un exemple, si vous voulez que je vous parle. On reviendra peut-être sur cet exemple juste après. Merci beaucoup. J'aimerais donner la parole à Olivier Torres. Alors, Olivier Torres, vous accompagnez, vous êtes un fidèle intervenant dans les organisations des 24 heures pour rebondir. Vous êtes président fondateur de l'Observatoire Amarok et puis vous êtes également professeur à l'Université de Montpellier. Bienvenue, Olivier. Alors, présentez-nous en 2 mots Amarok. Qu'est-ce que c'est cet observatoire Amarok? Eh bien, j'ai créé cet observatoire il y a 10-12 ans parce qu'en fait, d'abord, on est dans une société où l'entrepreneuriat est de plus en plus fort, de plus en plus important. Et j'ai constaté qu'en fait, les entrepreneurs n'avaient pas de service de santé au travail. Il n'y a pas, pour le dire de manière un peu savante, d'épidémiologie de la santé au travail des travailleurs non salariés. Qu'on soit agriculteur, commerçant, artisan, expert comptable, professionnel libéral, tout ce monde-là, qui représente quand même 3,2 millions de personnes en France, n'avait pas d'accès aux services de santé au travail. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à l'Université de Montpellier, on a créé cette chaire sur la santé des entrepreneurs, et j'ai créé de manière associative l'Observatoire Amarok, justement pour mesurer, pour observer, mais aussi pour agir. Alors, vous avez mis en place un certain nombre vous avez fait un certain nombre d'études, évidemment, et vous avez participé notamment à une étude avec Moerani Raffin, qui est tahitienne, je crois. Et qu'en est-il sorti de cette étude? Alors, à vrai dire, vous êtes intéressé quand même au sujet de l'entrepreneur en situation de handicap. Exactement. Alors, dans notre jargon à nous, ce n'était pas une étude, c'était une thèse de doctorat. C'est-à-dire que Moerani Raffin, alors j'aurais préféré d'ailleurs que ce soit elle qui s'exprime devant vous ce matin, mais elle a rejoint sa terre natale, donc elle est à Tahiti. Et si vous vous intéressez à cette île-là, vous comprendrez qu'on est dans des horaires qui ne permettent pas la retranscription. Donc, oui, il y a 12 heures de décalage. Je vais me faire l'écho. En fait, tout est parti de cette question de la santé des entrepreneurs. Moi, je me suis posé la question, et quid de la santé des entrepreneurs quand ils sont en situation de handicap? Et donc, j'ai trouvé un partenaire que je tiens à remercier d'ailleurs. C'est le cabinet EY, anciennement Ernst & Young. Je faisais une conférence avec Jean-Pierre Le Tartre. On était à Rennes, je m'en souviens. Et on prenait le train pour revenir sur Paris. Et je lui dis, mais moi, j'aimerais engager une thèse de doctorat sur ce thème. Et immédiatement, il a répondu à l'appel. Et alors, quel a été mon point de départ? C'est qu'il y a beaucoup de lois sur la question du handicap. 1957, 1987, le décret de 2016, et c'est très bien. Et on voit que très souvent, le législateur, il voit la question du handicap avec la question de l'emploi. Et on parle beaucoup d'employabilité, mais de manière salariale. Mais de mon point de vue, moi qui enseigne l'entrepreneuriat, je pense qu'il est aussi important de parler
entrepreneuriabilité, pardonnez-moi pour le terme, mais il y a aussi un entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a engagé ce travail doctoral. Alors, vous dites que l'entrepreneuriat, quelque part, a un effet bénéfique sur Oui. la personne. Alors, on emploie même le terme de salutogène. Alors, c'est facile à comprendre. Pathogène, pathos, c'est pas bon pour la santé. Salutogène, salutaire, ce sont des facteurs qui sont bons pour la santé. Et donc, Moerani, pour avancer sur son travail doctoral, est allé interroger 20 entrepreneurs en situation de handicap. Mais si vous voulez, moi, la question centrale n'était pas la question du handicap, c'était d'abord la question de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que nous, on s'est intéressé à 20 personnes en situation de handicap qui sont passées du mode salarial au mode entrepreneurial. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont quitté leur emploi pour créer leur propre boîte. Et qu'est-ce qu'on a pu constater? Eh bien, on a pu constater un résultat général qu'on avait observé partout ailleurs pour les personnes en situation de handicap ou non, c'est que entreprendre, c'est bon pour la santé. Alors, pourquoi c'est bon pour la santé? Si vous me permettez, Philippe, je prends juste 2 minutes pour exposer cette notion-là parce qu'elle est pour nous fondamentale. Les 20 personnes en situation de handicap qui étaient entrepreneurs et qui sont passés du mode du salariat au mode de l'entrepreneuriat, 18 d'entre eux ont signifié une amélioration de leur santé et de leur bien-être. Et 2 qui, au contraire, et c'est là où il faut toujours prendre des précautions, peut-être que l'entrepreneuriat, il ne s'agit pas de le généraliser, il s'agit de le promouvoir comme une option qui s'offre aux personnes en situation de handicap au même titre que l'emploi. Mais la création d'entreprise, elle a 3 vertus. La première, c'est qu'on s'est rendu compte, et tout à l'heure, j'ai entendu, on pourrait prendre l'exemple de Didier Roche, que j'ai eu l'occasion d'aller dans les restaurants qu'il a mis en place. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont gagné en optimisme. C'est-à-dire le fait de se mettre à son compte, le fait de créer une entreprise renforce l'optimisme de manière endogène. Le deuxième facteur, c'est que ça a également augmenté le sentiment d'endurance. Bien sûr, quand on a un handicap, on gagne de fait une forme d'endurance, une forme de persévérance. Mais je dirais que le fait d'entreprendre est également une grande école de la persévérance. Parce que quand on entreprend, forcément, on va au-devant d'échecs. Mais comme le dit mon ami Dimitri Pivot, si on est dans le rebond, il n'y a plus d'échecs. Parce qu'on est en train de trouver la solution qui va me permettre de rebondir. Et puis le troisième point, et je terminerai là-dessus, et qui est peut-être le plus important, c'est que les personnes en situation de handicap qui ont créé leur entreprise, qui ont créé leur propre emploi, eh bien, ça a augmenté leur sentiment de maîtrise de leur destin. Les psychologues appellent ça le locus of control interne. Mais je traduis, sentiment de maîtriser son destin. Et un homme ou une femme qui a cette croyance, parce que c'est une croyance, bien sûr, on ne sait jamais de quoi est réservé le lendemain, mais si je pense que si je réussis, c'est grâce à moi, et que si j'échoue, c'est de ma faute, j'assume les conséquences de mes actes, eh bien ça, sachez-le, c'est un facteur qui est très salutogène. Et on s'est rendu compte, Moerani, preuve à l'appui, que bien, les personnes en situation de handicap qui se mettaient à entreprendre, eh bien ça a décuplé leur sentiment de maîtrise de leur destin. Et ça, c'est un facteur extrêmement salutogène. Alors, comment utiliser son handicap quelque part pour créer son entreprise? C'est ça aussi peut-être une des clés. Patricia, que pensez-vous de cette idée de pouvoir rebondir ou de pouvoir se servir justement de son handicap comme pour en faire une force pour créer ou développer une entreprise? Je pense que ça peut être une force, mais je pense que ça vaut même s'il n'y a pas de situation de handicap. Enfin, le propos est très intéressant. Alors, c'est vrai que quand on regarde toutes les enquêtes qui ont été faites sur la population travail handicapée, alors soit par le prisme de l'entreprise, soit par celui des personnes concernées,
toutes les enquêtes montrent qu'il y a une motivation de cette population supérieure aux salariés lambda. C'est-à-dire que ça donne en général l'entreprise, elle est plus satisfaite. Il y a des taux, en tout cas des indicateurs qui montrent que c'est une population d'ores et déjà motivée. Alors peut-être parce qu'elle rebondit sur un échec et que ça participe à ce que vient de dire Olivier Torres, mais je pense au côté salutaire de l'entreprise. Mais à mon avis, ça peut aussi valoir pour des personnes qui n'ont pas de handicap, c'est-à-dire de prendre le risque de peut être salutaire, quelle que soit la situation de la personne. Et après, c'est vrai que la spécificité, je vous parlais de la population de personnes handicapées, je vous disais, c'est souvent un handicap qui arrive en cours de vie. Donc, c'est d'où l'explication, quand on regarde un peu la typologie de la population reconnue handicapée, moyenne d'âge par rapport aux autres plus importante, donc qui s'explique aussi parce que, en général, les accidents de vie, c'est plus tard que quand on est jeune. C'est vrai qu'il y a tout un travail de reconstruction alors qui est à faire. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent eu affaire à des personnes à 40 ans, 45 ans qui se retrouvaient avec un médecin du travail qui disait, tu es aide-soignante, demain, c'est fini, tu ne peux plus le faire. Les problématiques de dos. Donc, se réinventer une suite de parcours professionnel à 40 ans, c'est pas simple. C'est vraiment pour moi une étape qui peut-être différencie la population reconnue handicapée des autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut redéfinir un parcours, c'est-à-dire se réinventer un métier. Je donne souvent l'exemple d'une secrétaire avec laquelle j'ai travaillé, donc qui était aide-soignante, 40 ans, médecin du travail, inapte au poste. Donc, à 40 ans, elle a repris des études, se reformer. Et là, rien que de reprendre des études à 40 ans alors qu'on avait son petit bonhomme, sa vie est déjà tracée, c'est pas simple. Et donc, ça nécessite de puiser en soi des ressources et qui deviennent salutaires parce que souvent, on s'aperçoit qu'il y a des capacités à se réinvestir dans un nouveau projet, qu'il soit d'entreprise ou qu'il soit même salarial. Alors, Olivier Torres, vous dites souvent qu'en fait, la santé, c'est le premier capital immatériel de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on constate, en fait, chez les entrepreneurs, quel que soit leur état de santé, justement, quelle que soit leur situation, plutôt oui, il y a des tas de comportements qui sont vraiment liés à l'entrepreneuriat et qui sont préjudiciables pour la santé. Oui, alors Frédéric, quand je dis que le capital santé, c'est le premier capital immatériel de la PME, parce que dans un grand groupe, je ne dirais pas la même chose. Quand Christophe de Margerie est mort à minuit à Moscou il y a 3 ans, 48 heures après, il était remplacé. Quand Édouard Michelin est mort noyé, l'action de Peugeot, Michelin, pardon, a perdu moins de 1%. Mais par contre, dans une petite entreprise, alors là, la santé du dirigeant, c'est le premier capital de l'entreprise. Parce que là, il y a ce qu'on appelle un effet de grossissement qui est très important. Alors, oui, il ne m'échappe pas que entreprendre, c'est aussi du stress. C'est aussi de l'incertitude du carnet de commandes, surtout dans le contexte actuel. C'est aussi de la surcharge de travail. Je le dis à ceux qui nous écoutent, si vous voulez entreprendre, une chose est sûre et certaine, vous travaillerez davantage que si vous êtes salarié. La moyenne d'un chef d'entreprise, c'est entre 50 et 55 heures par semaine. Les salariés, c'est 40. Et c'est universel, c'est pas propre à la France, c'est partout. Mais, qu'est-ce qui fait qu'il y a une salutogénèse entrepreneuriale? C'est que le stress de l'entrepreneur, en général, c'est plutôt un stress choisi qu'un stress subi. C'est-à-dire que personne n'oblige quiconque en France à créer une entreprise. Si vous créez une entreprise, c'est que vous l'avez décidé. Si vous vous mettez à votre compte, c'est qu'à un moment donné, vous l'avez décidé. Il y a une démarche qui vous a mené à ça. Et ça change tout. Agir et ne pas subir. C'est vraiment un élément qui est fondamental. Et je reviens à la thèse de Moirani Raffin. Quand elle montre que sur les trajectoires professionnelles des 20 chefs d'entreprise en situation de handicap, 18 d'entre eux ont fait état d'une amélioration de bien-être, de meilleure santé mentale, parce que ça leur a donné beaucoup de facteurs salutogènes. J'en reprends, je les ai sous les yeux. Sentiment de liberté,
épanouissement, autonomie, indépendance, l'indépendance, la fierté. Les chefs d'entreprise, qui soient en situation de handicap ou pas d'ailleurs, ont un grand sentiment de fierté. La fierté, c'est une émotion positive. Et les émotions positives, je vous le dis, c'est bon pour la santé. Après, il ne faut pas déborder de fierté, hein, parce qu'il y en a qui sont tellement fiers d'eux, ils ont la tête qui déborde du cadre de l'ordinateur. Mais, et surtout, ce que nous ont dit ces chefs d'entreprise, c'est la création du sens. Et quand on est chef d'entreprise, on a une aptitude stratégique. C'est-à-dire que c'est l'homme ou la femme qui décide de ce qu'il va faire demain. Bien sûr qu'il y a des contraintes, bien sûr qu'il y a plein de contraintes, mais cette aptitude stratégique, sachez-le, c'est un moteur central de la salutogénèse entrepreneuriale. Et du coup, je termine mon propos en disant une chose essentielle, c'est que trop souvent, me semble-t-il, dans notre société, on voit les personnes en situation de handicap comme employables. Eh bien, moi, je pense qu'il faut aussi les voir comme entrepreneuriables. C'est-à-dire qu'il faut aussi que notre société, je pense aux incubateurs, je pense aux pépinières, je pense aux structures d'accompagnement. Il y en a plein. Mais beaucoup n'ont pas forcément intégré cette question du handicap. Comme si finalement, la personne en situation de handicap, eh bien, écoutez, on va l'aider à trouver un emploi. Ben, oui, mais on peut peut-être aussi l'aider à créer son propre emploi et même demain à être un employeur. Moi, je réside à La Vérune. C'est un petit village à côté de Montpellier, dans l'Hérault. Eh bien, le plus gros employeur de La Vérune, je vais le citer, c'est M. José Zira, qui est un entrepreneur en situation de handicap. Il est malentendant. Eh bien, il a créé ES2I. Aujourd'hui, il a 120 salariés. Vous entendez ? 120 salariés. C'est le plus gros employeur du village. Et d'ailleurs, vous le connaissez tous, parce que quand vous allez à la poste, quand vous allez à la gare, avant, on prenait, vous savez, un ticket de file d'attente. Et puis maintenant, vous avez des tableaux. Une fois que vous avez votre ticket, vous voyez le numéro d'appel. Eh bien, c'est tout simplement José Zira qui a inventé ça, il y a plus d'une trentaine d'années. Et donc, on voit bien que cet exemple-là, il n'y en a pas un parmi des millions. Il y en a des centaines et des milliers. Et c'est pour ça que quand j'avais rencontré à l'époque Didier Roche avec son association, et d'ailleurs Didier Roche a apporté son soutien à la thèse de Moirani Raffin, et je l'en remercie, eh bien, c'était pour nous naturel de remettre cette question de l'entrepreneuriat et du handicap côte à côte pour voir les effets que ça avait sur la santé. Alors, Patricia Marenco, vous avez sûrement des exemples, plusieurs exemples de personnes qui sont en situation de handicap et qui sont venues vous voir et qui ont eu des demandes particulières. Vous pouvez nous en citer un exemple concret ? Oui, et peut-être avant de citer l'exemple, c'est rebondir à ce qui vient d'être dit, parce Oui. que dans notre offre de service, donc, on encourage aussi l'entrepreneuriat, puisque on finance des prestataires qui accompagnent les créateurs d'entreprises. On a des aides aussi complémentaires au droit commun pour accompagner les créateurs d'entreprises. Et toutes nos aides ou nos services sont ouvertes aux travailleurs handicapés indépendants. Donc voilà, c'était pour dire aussi que c'est pour nous une d'impossible, et que ce chemin-là, voilà, on n'est pas forcément, enfin en tout cas voilà, et on travaille avec tous les opérateurs. Vous avez cité BGE, enfin qui interviennent avec nous, etc. Donc voilà, c'était juste pour nuancer par rapport en tout cas à notre vision des choses. Oui. Des exemples, donc je reviens, moi j'avais réfléchi un petit peu quand j'ai préparé l'intervention sur des exemples de maintien dans l'emploi. Oui. Donc problématique de santé. Donc je me suis dit, je pense que c'est le plus parlant plutôt que de faire le panel des aides et services, comme le disait Didier Sartier tout à l'heure. Vous avez tout sur notre site et je pense que ça vaut le coup de savoir que ça existe. Peut-être reconfigurer déjà notre implantation. Donc il y a une délégation régionale dans chaque région. Vous avez un interlocuteur dans chaque région. La GFIM, donc voilà, il y a le siège qui est à Bagneux et une délégation régionale. Comme je vous disais, on travaille avec des partenaires et notamment sur le champ du maintien dans l'emploi, Cap Emploi. Vous avez un Cap Emploi sur chaque département.
Voilà, ça c'est en termes de… Donc, un exemple, alors il est peut-être un peu atypique, mais c'est vrai que j'ai récemment travaillé avec la directrice du Cap Emploi Corse, à qui je faisais part de cette intervention, et qui m'a donné l'exemple d'un berger. Un berger, donc, qui est devenu allergique, notamment à la molécule qu'il y a dans le fromage de brebis. C'est le fromage de brebis, pour être trop précis. Donc voilà, donc n'empêche qu'il est devenu allergique, incapacité donc à continuer son activité, il est indépendant. Et donc c'est une personne, donc ce berger a été voir l'assistante sociale de la MSA, qui a étudié son cas et qui s'est rapproché donc du Cap Emploi, qui donc connaît bien notre offre de service, l'intérêt aussi de cet acteur sur le territoire qui connaît bien notre offre de service. Ce berger, qu'est-ce qui a été fait pour ce berger? Ce berger, d'abord, on a déclenché, donc le Cap Emploi a déclenché ce qu'on appelle une aide au maintien dans l'emploi. L'aide du maintien dans l'emploi, c'est une aide qui est octroyée à l'employeur, une aide financière, pour financer quelque part le temps qu'il va prendre à réfléchir sur cette situation. Donc, c'est une aide qui peut aller jusqu'à 2 000 €. Donc, ça, c'est une aide directe financière. Et là, donc, il y a l'étude de cas qui a été faite. Alors d'abord, la première mesure prise, c'est qu'on a aménagé son tracteur. Donc son activité, c'est à la fois il avait donc un champ, donc aménager son tracteur pour lui éviter d'avoir contact avec je ne sais pas trop quoi, etc. Donc on y a créé une cabine spécifique. Donc c'est un aménagement technique qui a été cofinancé par la MSA et la GFIP. Ensuite, on s'est aperçu donc qu'il y a certaines activités qu'il ne pouvait plus faire. Eu égard à sa pathologie. Donc là, l'idée, c'était de déclencher ce qu'on appelle une reconnaissance de la lourdeur du handicap. La reconnaissance de la lourdeur du handicap, c'est une aide financière qui est donnée à l'employeur pour compenser la perte de productivité ou pour pouvoir faire appel à un auxiliaire pour pouvoir exercer certaines tâches que la personne ne peut pas faire. C'est une aide qui peut aller jusqu'à 11 000 €. Donc, cette aide lui a permis à ce berger de pouvoir effectivement faire appel à un auxiliaire professionnel. Et il y a eu une réflexion sur l'organisation de l'activité. Donc, il a laissé tomber toute l'activité qui était conséquente sur sa pathologie respiratoire, qui avait une conséquence. Et c'est l'auxiliaire professionnel qu'il a pu embaucher grâce à la reconnaissance de la lourdeur handicap. Il s'est lui consacré essentiellement sur tout ce qui était fabrication et commercialisation, l'auxiliaire faisant toutes les tâches qui lui provoquaient les allergies. Voilà. Donc du coup, ce berger qui avait 45 ans a pu continuer à exercer cette activité parce qu'une étude de cas et un déploiement de mesures et d'aides adapté à sa situation. Alors, dans la boîte à outils, ce que j'appelle moi la boîte à outils, avec les services et les aides de la GFIP, vous avez plein vous avez plein de mesures, de services, et on adapte en fonction de la situation, on sort le bon outil, on sort la bonne mesure ou la bonne aide financière. Donc voilà, pour avoir une meilleure lisibilité de ce qui peut être fait, le site de la GFIP, un interlocuteur opérationnel sur chaque département, le Cap Emploi. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions, bien sûr, parce que c'est important pour les personnes qui nous écoutent de savoir où s'adresser, à qui s'adresser et pour quel type de service, bien sûr. Et ça, tout ça, on retrouve toutes ces informations sur Internet, bien sûr, sur le site de la GFIP. J'aimerais maintenant, avec William, peut-être essayer d'avoir quelques questions, peut-être de nos auditeurs, de nos internautes sur cette question de la santé. Oui. Je vais juste repartager comment agrandir l'écran pour les interprètes, parce qu'on l'a demandé dans le chat. Donc, vous cliquez sur les deux icônes en haut et en bas pour agrandir et pour réduire la fenêtre du chat. Et ensuite, vous avez une petite barre, vous avez un emplacement, vous pouvez placer votre souris entre les petites vidéos en bas et la grande, et vous tirez vers le haut, et ça agrandira la vidéo de l'interprète. Voilà. Voilà, petite précision technique importante pour suivre cet événement dans de bonnes conditions.
Alors, une question pour Olivier Torres. La question de Nathalie que j'affiche. Alors, le temps de l'entreprise est très rapide. Le temps des démarches administratives est très très lent. Monsieur Torres, savez-vous alerter les partenaires sur ce fait? Tout est toujours décalé dans la réalité. Ma pauvre, si vous saviez, c'est un mal endémique éternel, ça. C'est-à-dire que, vous savez, c'était Nietzsche qui disait l'État, c'est le plus froid des monstres froids. Alors, on a besoin de l'État, je suis moi-même fonctionnaire d'État, mais l'État, l'administration sera toujours très lente. Le temps que ça lui monte au cerveau, que ça redescende, l'entrepreneur, il a fait 3 fois le tour du jardin. Donc, je dirais que ça, c'est un problème. Je n'ai pas besoin de l'alerter. On est confronté à ça en permanence. Je ne vous dis pas, moi, ça fait 30 ans que je suis universitaire. Si vous saviez à quel point l'université française s'est alourdie de règles, de règlements, de reporting, de normes, de tout ce que vous voudrez. Mais heureusement que les entrepreneurs arrivent toujours à s'adapter. Ça, vous savez, il faut lire un petit livre du professeur Roland Gori. Il a écrit un livre qui s'appelle « La fabrique des imposteurs ». Et il définit l'imposteur comme un homme ou une femme qui s'adapte à un monde inadapté. Et je pense que dans le monde qui est de plus en plus bureaucratique, qui est le nôtre, et ça ne vous échappe pas, on est tous assujettis à une montée de la bureaucratie à tous les niveaux, eh bien, on est, je dirais, condamné à trouver à chaque fois des systèmes D pour pouvoir s'adapter. Alors oui, je vous rejoins entièrement. La logique administrative est toujours beaucoup plus longue et beaucoup plus lente. Après, je ne vais pas promouvoir la fonction publique ou l'administration, mais l'administration, des fois, gère des millions de gens. Alors, pour ça, la bureaucratie, ça a des avantages, parce que ça permet de créer des rails. Mais cet éternel problème entre la rapidité de l'entrepreneur et la lourdeur de l'administration, remonter jusqu'à l'ère mésopotamienne, je suis persuadé que l'entrepreneur à Sumer devait rager contre l'administration d'Hammurabi. Hein. En tout cas, c'est ma réponse. Merci, Olivier, pour cette réponse. Une autre question peut-être, William? Oui, je vous l'affiche à l'écran. Oui. L'enfer de répondre à un appel d'offre public, oui. Maxime Rina. Ouais. D'ailleurs, dans les... Alors, ça clignote aussi, ça clignote de votre côté aussi? Oui, un peu. Alors, oui. je reprends. Vite. Alors, une question de Sophie. Ouvrir une auto-entreprise avec une déficience visuelle, comment cette reconnaissance de travailleurs handicapés et donc la santé du dirigeant peut-elle être prise en compte dans le cadre d'une auto-entreprise? Alors, Patricia, est-ce que vous avez une réponse? Oui, ce que je peux dire, c'est que c'est un statut, donc les personnes qui ont le statut d'auto-entrepreneur peuvent bénéficier de nos aides et services déjà. Voilà, donc déjà c'est une réponse en soi. Donc, et pareil, après c'est au cas par cas, donc la meilleure solution, donc c'était d'aller voir Cap Emploi pour l'aider, de voir un petit peu ce qui existe, voilà. Mais oui. D'accord, donc une réponse possible au sein de Cap Emploi pour répondre à cette et puis avec notre offre de service aussi, donc oui. Bien. Merci. Une autre question pour Olivier Torres de Mohamed. Monsieur Torres, que pensez-vous du paradoxe du maître et de l'esclave concernant le dirigeant et son entreprise? Ah, alors là, vous touchez un nœud. Alors là, je vais vous dire très simplement ma réponse. L'entrepreneur, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, il a un rapport existentialiste à son entreprise. Et très souvent, j'ai même entendu des hommes et même des femmes dire « mon entreprise, c'est mon bébé ». Et on a lancé une vaste enquête sur la santé des entrepreneurs en période de Covid et on a mobilisé ce qu'on appelle la théorie de la croyance de survie.
quelle est votre probabilité de 0 à 100% d'attraper gravement le Covid? Et puis, quelle est votre probabilité de 0 à 100% de déposer le bilan de votre entreprise? Eh bien, vous le croirez ou non, la perspective de déposer le bilan a plus d'impact sur la dégradation de la santé mentale que la perspective de contracter gravement la maladie. Ce qui veut dire que les chefs d'entreprise se rendent parfois, comme vous le dites, comme vous le suggérez dans votre question, esclaves de ce qu'ils ont eux-mêmes créé. On pourrait à cet égard employer une expression, un effet Frankenstein. Vous savez, le docteur Frankenstein, il va créer la créature. Mais à la fin, la créature se retourne contre son propre créateur. Et vous avez raison. Créer une entreprise, c'est un complément d'âme. Hein, la joie de l'âme est dans l'action, disait le maréchal Lyoté. Mais la création d'entreprise, c'est un complément d'âme. Mais attention, de ne pas se donner corps et âme à 100% dans l'entreprise parce que ça ne reste jamais qu'un lieu de travail. Et donc, effectivement, être maître de son destin, être maître de son artefact, de sa création, c'est très très bien. Le jour où on devient esclave de sa propre entreprise, là, effectivement, la salutogénèse dont je vous ai parlé peut se retourner contre vous. Alors, vous parliez d'ailleurs, je rebondis un peu là-dessus, puisque on avait échangé lors d'une précédente édition sur des formes de burn-out qui existent dans les entreprises quand les entrepreneurs sont un peu en surcharge. Mais il y a aussi, dans cette phase de Covid, justement, dans cette période, il y a un autre burn-out dont vous parliez, Olivier Torres. Ah oui, enfin, on a mis en évidence, je suis en train de terminer un article avec mon équipe. J'appelle ça le syndrome d'empêchement. C'est-à-dire qu'en fait, on a une conjonction qui est à la fois l'incertitude qui crée chez les dirigeants, c'est pas coutumier, un sentiment d'impuissance. Et le confinement, qui est une forme de blocage et qui crée le sentiment d'être coincé. Et donc une incapacité d'action. Et ce couple, difficulté à voir, c'est-à-dire la vision stratégique, et difficulté à mettre en œuvre ma capacité d'action, ça a créé un syndrome d'empêchement qui est complètement inédit. Et la crainte qui est la mienne aujourd'hui, c'est que si ce sentiment d'impuissance perdure trop longtemps, alors on peut rentrer dans les thèses, notamment la théorie de Seligman, qui est la théorie de l'impuissance acquise. C'est-à-dire un homme ou une femme qui est trop longtemps dans un sentiment d'impuissance finit par altérer ses capacités d'initiative. D'où d'ailleurs l'importance de l'entrepreneuriat ou du réentrepreneuriat comme une façon de conjurer ce sentiment d'impuissance. Parce qu'effectivement, ça change aussi le regard que l'on porte sur sa propre vie et sur l'économie. Et donc voilà ma réponse. Merci Olivier Torres. Encore une question ou deux Oui, bien sûr. William ? Alors, je vous la partage. Une question de Eric. Bonjour, est-il possible de demander l'assistance de la BGE pour une création d'entreprise et de bénéficier de l'aide de la GFIP à la création d'entreprise, même si une formation a été refusée par Pôle emploi? Faut-il obligatoirement une prescription d'accompagnement faite par Pôle emploi? Alors ça, je pense qu'on en reparlera aussi certainement tout au long de la journée avec d'autres intervenants, mais je laisse Patricia répondre à cette question, bien sûr. Non, la formation, enfin, c'est pas lié. Alors après, c'est pas pour ça que ce soit la réponse est oui, il y a quelques conditions pour bénéficier de l'aide dans l'entreprise, mais quoi qu'il en soit, c'est pas lié à l'acceptation ou au refus par Pôle emploi de la formation. Donc là, nous avons des cabinets, si vous allez sur notre site, des cabinets qui ont été des prestataires qui interviennent sur l'aide à l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site de la région, de voir quel est votre interlocuteur et peut-être de faire une analyse de la situation, de lui poser la question directement. Voilà. Mais voilà, pour répondre à la question, est-ce que ça bloque le process parce que la formation a été refusée par Pôle emploi? La réponse est non. Ça ne bloque pas le process. Voilà, la réponse est donnée. Bien. Une autre question, Frédéric? Oui, allons-y.
Véronique nous demande, j'ai l'impression qu'en étant en situation de handicap pour créer une entreprise, on me demande plus que quand j'étais valide, que comme si on nous faisait moins confiance. Alors, on me demande plus que quand j'étais valide, comme si on nous faisait moins confiance. Pardon. Ouais. Alors, cette histoire de confiance, effectivement, d'une personne qui est en situation de handicap, qui est en face de nous, on a plus confiance, moins confiance, elle donne envie, on le verra aussi avec d'autres invités dans la journée. C'est quoi votre sentiment, Olivier? Ben, je comprends tout à fait la question qui est posée et je dirais que là aussi, je reprendrai un peu comme l'a dit Patricia Marinko tout à l'heure, souvent c'est au cas par cas, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des business angels, des capitaux risqueurs qui vont adhérer au projet et souvent, vous savez, c'est l'adhésion homme-projet. Il faut qu'il y ait la certitude, si je vais mettre de l'argent sur un projet qui sera porté par quelqu'un d'autre, que j'ai cette conviction que l'homme, quand je dis homme, c'est avec un H majuscule, hein, homme ou femme, hein, et le projet, l'adéquation est bonne. Si j'ai un doute, je n'y vais pas, que la personne soit en situation de handicap ou non d'ailleurs. Et donc, on peut supposer effectivement que quand quelqu'un a un handicap, eh bien peut-être que on va certainement demander à cette personne davantage, peut-être parce que le doute sera dans l'esprit de certains, mais peut-être pas forcément. Je pense que dans ce cas-là, n'hésitez pas à changer de porte. Quand une porte est close, ne vous arc-boutez pas. Passez votre chemin, allez voir quelqu'un d'autre. Il y a tellement de diversité dans ce monde. On arrive toujours, je dirais, à trouver. Enfin, je suis assez confiant pour ça, moi, personnellement. Hein. J'ai un côté un peu catalan, mais bon, si ça ne marche pas avec l'un, on trouvera avec l'autre. Hein. Ne perdez pas de temps avec les anxiogènes. Ne perdez pas de temps avec les caliméros. Vous avez des hommes et des femmes qui vont vous dire « Ah oui, ah bon, tu crois, tu es sûr ?» Mais ces gens-là, ils vous bouffent l'énergie. Alors, bon sang, allez voir ceux qui vous boostent. Ne perdez pas de temps avec des gens comme ça. D'où la nécessité, bien sûr, de faire évoluer le regard, hein, de manière générale, de faire évoluer le regard pour que bien, ces personnes en situation de handicap soient véritablement entendues, regardées, écoutées, comme tout un chacun, bien sûr, comme tout autre projet qui pourrait arriver. Et changer le regard de la santé au travail vis-à-vis des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il faut, alors, je suis confiant, actuellement, il y a une loi, Lecoq-Grandjean, qui est en débat, et il y a un volet sur les travailleurs non salariés. À Maroc a été sollicité d'ailleurs. Hein, et je veux croire que demain, dans mon pays, les services de santé au travail accueilleront aussi les 3,2 millions de travailleurs non salariés. Sachez, un chiffre qui en vaut 1000, c'est que dans les PME, il y a au total 10 millions d'emplois. 10 millions d'emplois. Les grands groupes dont on parle tant, c'est 4,5 millions d'emplois. Excusez-moi. Je n'oppose pas les grands aux petits, mais en tant que PMiste, je dis l'économie de la PME, elle est centrale dans nos sociétés, mais les PME sont partout, sauf dans les livres, sauf dans les théories économiques où on parle encore de Fordisme, de Toyotisme et d'ubérisation. Ce regard-là, il est fondamental. Et le jour où on regardera différemment les entrepreneurs, je peux vous garantir qu'on comprendra que chez les personnes en situation de handicap, il y a des ressources entrepreneuriales extraordinaires. Il suffit de regarder toutes les associations que vous créez, mais créer une association, c'est un acte entrepreneurial, que je sache. L'abbé Pierre, Coluche, ils ont fait de l'entrepreneuriat humanitaire ou dans le social. L'entrepreneuriat, ce n'est pas que l'économique, c'est aussi le social, le sportif. Et donc, le jour où on va comprendre la place centrale, le jour où on remettra l'entrepreneur au centre du village, je peux vous garantir que nous aurons fait un grand progrès. Ah oui. Et juste pour compléter, peut-être. Allez-y, Patricia, bien sûr. Ce n'était pas mon rôle, mais je partage en tout cas cette dernière. Simplement, peut-être pour préciser, parce que quand j'ai commencé mes propos, je disais que donc, la GFIP est constituée de fonds des entreprises de 20% assujetties à l'obligation d'emploi. Préciser que notre offre de service s'adresse à toutes les entreprises, aux travailleurs handicapés, et pas simplement à celles de plus de 20. Voilà, des fois, je crois que c'était important. Oui, d'accord. Bah, c'est bien effectivement oui, de le également. Les travailleurs handicapés, voilà,
Olivier Torel, juste un point, bon, parce que on est encore une fois dans une période un peu compliquée. Il y a des lignes spéciales, des lignes téléphoniques, parce qu'on parle bien sûr des structures qui sont à disposition, qui sont réparties sur le territoire, des lignes téléphoniques qui sont aussi possibles, que vous avez imaginées, mis en place avec certaines structures. Vous pouvez nous en dire juste un mot très rapidement? Un mot, c'est-à-dire qu'à Maroc, ce n'est pas que la recherche, c'est aussi l'action. Moi, j'ai créé Amaroc Assistance. On a mis des numéros verts avec la FFB, avec l'Ordre des experts comptables. Nous avons des groupes comme Malakoff Humanis, comme MMA, AG2R La Mondiale, nous a énormément soutenu également dans tout ça. Et s'il y a des entrepreneurs parmi vous qui nous écoutez, et si vous avez à un moment donné un sentiment que vous n'allez pas bien, vous pouvez toujours contacter l'Observatoire à Maroc. Alors, je n'ai jamais le numéro en tête, mais vous tapez Observatoire à Maroc et vous tombez sur notre site. Sinon, il y a le numéro vert qui a été créé par le ministère avec l'association APESA. Et à Maroc, et d'ailleurs Second Souffle, on est au portail du rebond. Donc, n'oubliez pas non plus le portail du rebond. On en parlera tout à l'heure aussi. Ah oui, ben voilà, super. Parce que ça, c'est une super adresse. Bien sûr, bien sûr. On reparlera d'ailleurs avec Dimitri tout à l'heure de ce portail du rebond qui, bien sûr, dispose de différents acteurs qui accompagnent les entrepreneurs en rebond. Une dernière question, il est 11h14, peut-être William, avant de terminer. Oui, alors, avec une réponse courte alors. Oui, avec une réponse courte, absolument. Une question le plus grand handicap n'est-il pas psychologique plus que physique, dans le sens où celui-ci nous empêche de nous réaliser à travers l'entrepreneuriat? Patricia? Oui, je pense que oui, ça peut être. En tout cas, déjà dans les chiffres en soi, sans zoomer, quand je disais que le handicap invisible, c'était 80% de handicap, et à l'intérieur, on a aussi du handicap d'ordre psychique, voilà. Mais après, je laisse la parole à Olivier par rapport à… Je sais qu'il vous est pas la tête, donc c'est pour ça. Il faut faire une réponse courte. Je réponds oui. Oui. Ouais, oui. Voilà. Ah oui, il n'y a pas de… Bravo Olivier, formidable. Très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Olivier. Merci, Patricia, pour vos conseils, pour vos interventions. On va terminer cette première table ronde et donner rendez-vous dans quelques minutes pour la table ronde suivante. Oui, Olivier, dites-moi. Juste un mot. J'ai une vieille tante qui est décédée, qui vivait à Ustou, au fin fond de l'Ariège. Eh bien, je crois que ce matin, il y a quelqu'un qui est de Ustou qui nous l'a dit. C'est incroyable. Rien que ça, vous avez fait ma journée. Voilà. C'est excellent. Voilà. Merci beaucoup. Et moi, je tenais à vous remercier aussi. Voilà. Et voilà. Mais le monde est en train de bouger sur le handicap. Donc, et je pense que cet événement, qui d'habitude est général et générique, de remettre la thématique du handicap je crois que c'est la 9e édition de Rebondir, rien qu'on soit la démarche. Pour moi, on avance sur le sujet. Voilà. On avance, voilà. C'est l'objectif, bien sûr, de ces 24 heures. C'est rebondir tous ensemble. Et bien sûr, seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, c'est sûr, on va plus loin. C'est ce qu'on va essayer de voir tout à l'heure à 11h30, c'est-à-dire dans un petit quart d'heure maintenant, jusqu'à 12h15, savoir s'entourer. Quel programme et organisation pour m'accompagner dans mon rebond? On se donne rendez-vous tout de suite et sachez, mesdames, messieurs les internautes, que vous pouvez toujours tout au long de cette journée vous inscrire, si ce n'était pas fait, aux tables rondes suivantes. Voilà. Oui, là, dès que on éteint ce webinaire, vous serez automatiquement redirigé vers la page d'inscription pour vous inscrire au webinaire de 11h30. Voilà, et je voudrais remercier les traductrices Aurélie et sa collègue qui travaillent vraiment beaucoup pour traduire tous nos propos. Et on parle vite quelquefois. C'est un sacré boulot. Merci à vous. Aurélie, comment on dit super en langage de la main? Ah, mais voilà. Voilà, super. Super. Puis, merci. Bravo Frédéric. Bravo à William et bravo à Dimitri. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Au revoir. Merci, au revoir.